une méthode que j'ai partagée, que j'ai voulu ouvrir au plus grand nombre. De ce que j'entends depuis ce matin avec Constant récemment ou avec Nicolas plus tôt dans la journée, c'est qu'il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot preuve. Et c'est vrai que c'est un élément indissociable de toute communication responsable. Et nous, ce qu'on a fait avec l'éco-branding, c'est d'appliquer toute la méthode d'éco-conception d'un produit à l'image de marque. Et que cette méthode-là, elle ne va pas sans preuve de ce qu'on fait. Et finalement, en installant ce process d'éco-branding, on s'est rendu compte que chaque message, chaque communication que faisait une entreprise, finalement, se transformait en preuve de son engagement sociétal. Alors, l'éco-branding, l'éco-branding, peut-être en avez-vous déjà entendu parler déjà, parce que c'est quelque chose qu'on a partagé, qui est open source et qui s'alimente aussi avec différentes réflexions communes et partagées sur différents sujets. Alors, il y a une image de ce que je vais vous présenter durant ces quelques minutes qu'on a ensemble. C'est déjà la première approche éco-branding, ce que ça représente, comment elle est arrivée. Je vais vous présenter quelques cas, mais surtout, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner rapidement les clés et les points essentiels de l'éco-branding. Un peu une sorte de tuto rapide de comment est-ce qu'on peut transformer toute communication en une communication plus responsable pour l'environnement. Parce que finalement, chaque communication de marque est aussi une source de consommation en encre, en papier, en énergie sur le digital. Alors, il y a une première image que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si la presse a réussi à monter. Non, pas encore. Enfin, voilà, c'est cette image-là. Alors, peut-être l'avez-vous vu passer. C'est la première image qu'on a fait sur l'éco-branding et c'est finalement celle qui a été moteur de toute cette démarche-là. En fait, on voit, c'est complètement, ça peut paraître anecdotique, mais simplement en transformant ce logo-là d'une grande enseigne qu'on connaît tous, un McDonald's, sur un gobelet en carton, on a réduit de près de 35% ce logo. Alors, 35% sur un logo, ça peut paraître ridicule en termes de réduction de consommation d'encre, mais quand vous multipliez par le nombre de gobelets ou d'applicatifs de ce logo, surtout les supports sur lesquels est apposé ce signe-là, là, on arrive sur des économies d'échelle assez importantes. Et c'est tout le principe finalement de l'éco-branding, c'est que ce n'est pas une grande transformation générale, mais c'est plutôt une suite de petites transformations qui cumulées vont avoir un impact assez considérable. Alors cette démarche-là, on l'a suivie sur d'autres logos, sur d'autres marques, en approfondissant aussi la méthode, en allant sur d'autres ingrédients visuels. Et puis, on était resté sur quelque chose finalement qui était très prime sur l'économie d'encre et du papier qu'on pouvait avoir. Et à un moment, on nous a demandé, donc là, on est en 2016, fin 2016, début 2017. Et puis, à un moment, on nous a demandé, c'est bien beau tout ça, mais là, aujourd'hui, la communication des marques, elle est essentiellement sur le digital. Alors, c'est quoi finalement la partie éco-branding sur le digital? Et c'était un client qui nous avait questionné là-dessus. Et donc, on avait réfléchi là-dessus, on avait étudié, on avait calculé, puisque effectivement, chaque création, comme on le voit, est suivie d'une analyse, d'une donnée, des datas concrètes et de mesures. Et puis, on a appliqué la même chose aussi sur le digital. Et en fait, on s'est rendu compte que sur le digital, sur les interfaces et sur les écrans, la majeure partie des écrans étaient des interfaces sur fond blanc. Or, les nouvelles technologies d'écran, qui sont des écrans OLED, ont la particularité de consommer moins d'énergie sur fond noir. Alors, on a proposé de créer des interfaces qui seraient sur fond noir. Et donc, on a présenté ça à notre premier client qui, au départ, n'avait pas trop confiance de ça parce qu'on n'avait pas les bons outils de mesure à cette époque-là. Et donc, finalement, n'est pas allé dans cette transformation jusqu'à ce design digital. Et finalement, il a fallu attendre quelques années. Il a fallu attendre Apple ou Google qui reprennent ce principe-là parce que cette méthode-là, on l'a mis open source, ça a été de nouvelles fois partagé dans de grands comptes, dans de grands médias. Et puis finalement, Google puis Apple se sont emparés de cette thématique-là et ont compris que le choix des couleurs, le choix des polices avait un impact aussi sur l'environnement. Et donc, quand on parle de communication responsable, souvent on parle de messages, mais on parle aussi
peu de la forme des messages. Et nous, ce qu'on essaie de faire dans l'approche design qu'on va avoir, c'est de mesurer, de tout quantifier, d'analyser. Et ça, finalement, c'est un aspect un peu nouveau de notre métier en tant que designer de marque, de graphiste, puisque avant, on n'avait pas forcément toute cette contrainte et les outils de mesure pour pouvoir créer ce type de création plus éco-friendly. Et donc, c'est une approche un peu nouvelle. Et finalement, c'est presque la data, les données qu'on va mesurer qui vont orienter nos créations. Alors, l'éco-branding, on va l'appliquer à plusieurs ingrédients de marque, que sont les ingrédients classiques d'une identité, le logo, les couleurs, la typographie, la photographie, l'imagerie, l'interface et l'éco-conception de manière générale. En fait, on peut tout concevoir dans une identité de marque. Après, c'est quelle solution on va amener et quelle valeur on est prêt à mettre en avant. Par exemple, sur le logo, finalement, un logo, ce n'est pas ce qui va avoir le plus d'impact environnemental parce que ça reste qu'une partie, quand on voit dans une affiche sur ce site internet, ce n'est pas la partie la plus importante, celle qui consomme le plus d'argent. Mais malgré tout, c'est la partie la plus visible de votre marque. Donc en fait, comme votre logo incarne votre marque, il faut d'une certaine manière qu'il soit un peu éco-conçu. Et c'est ce qu'on a fait avec le travail de Orange, par exemple. Vous allez voir, ce Orange, le logo Orange, il s'adapte dans le digital sur les petits formats. À l'origine, ça venait d'une contrainte digitale qui fait que quand on voit sur des favicon ou en tout petit format, en fait, on ne lit plus Orange. Donc, on a simplement rajouté cette barre blanche sur Orange. Et en fait, cette barre blanche permettait de réduire la donnée de ce logotype-là et donc de le rendre plus léger. De la même manière, lorsqu'on a travaillé pour Paris 2024, on a créé toute l'identité visuelle et l'emblème, on y a aussi inclus toute cette méthode éco-branding. Alors, si vous voyez le dessin de l'emblème, on a travaillé sur la contreforme pour retirer un peu d'encre, même le choix des couleurs vont avoir un taux d'ancrage limité pour une nouvelle fois économiser de l'encre. On va le voir aussi sur la création de la typographie, on a tenu compte de l'impact du papier, de l'impact du digital, et puis surtout, il y a quelque chose d'assez important là-dedans, c'est qu'on y a ajouté une dimension sociale évidente. Alors, quand on rajoute l'impact écologique et l'impact social, pour une grande marque comme ça, et forcément, ça crée des émulsions. Et donc, ça fait que ce logotype-là, cet emblème-là, est devenu un sujet de discussion assez important qui a passionné le monde entier. Simplement parce qu'il portait des valeurs un peu nouvelles qu'un emblème auparavant ne portait pas forcément. Sur les couleurs, ce qu'on voit, c'est qu'un des grands principes de l'éco-branding, c'est de s'adapter à son environnement. Généralement, quand on crée une identité visuelle, en fait, on crée une identité visuelle qui est similaire, que ce soit sur le print ou sur le digital. Par exemple, vous faites une affiche sur le print, et votre site internet ressemblera principalement à ce que vous avez en affiche ou en édition. Or, l'impact énergétique et le choix des couleurs et des typographies est totalement différent, que ce soit sur le digital ou sur du print. Donc, en fait, l'un des principaux aspect de l'éco-branding, c'est de s'adapter à son environnement, qu'il soit digital ou papier. Ainsi, quand on va choisir des couleurs sur papier, on va essayer de faire en sorte de limiter son taux d'ancrage, ce qui aura l'avantage de consommer moins d'encre, de faire des économies aussi financières, puisque l'encre est un des produits qui coûte le plus cher, et puis des économies de papier en réduisant l'encre. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un taux d'ancrage important, par exemple, si vous prenez un verre qui a un taux d'ancrage de 300%, vous devez avoir un papier assez épais pour supporter toute la couche d'encre qui va être appliquée. Donc en fait, en réduisant le taux d'ancrage, on réduit à la fois la consommation d'encre et ça nous permet d'imprimer sur des papiers plus légers. Sur le digital, ça va être différent, alors que sur le papier, on va chercher plutôt à essayer d'avoir une page assez blanche pour limiter la consommation d'encre. Sur le digital, c'est l'inverse, parce que vraiment, le blanc, aujourd'hui, sur les nouvelles technologies d'écran, le blanc est une des couleurs qui consomme le plus. Donc en fait, les couleurs vont s'inverser. L'idée étant de faire des interfaces qui soient principalement sur fond noir. Et je vous montrerai après, mais c'est que l'interface sur fond noir aussi a un double intérêt, un intérêt d'accessibilité parce qu'on renforce le contraste, on a moins de lumière, c'est plus agréable et plus ergonomique. Quand on suit dans cette logique-là d'ingrédients visuels, il y a aussi la typographie qui est une part importante dans le déroulement dans cette méthode éco-branding. Si on voit sur la slide d'après, on a... Sur la slide d'après, l'impact typographique est assez important aussi. Par exemple, le choix de votre typographie sur le papier va avoir, sur l'édition, va avoir un impact direct sur la consommation de papier.
pouvez le voir, vous pouvez faire le test vous-même. Vous avez un document Word de 50, 60, 150 pages. Vous êtes en Arial, il va faire 200 pages. Vous changez en Times, par exemple, et ben, automatiquement, le nombre de pages va réduire parce que le dessin des polices, le choix des caractères varie totalement d'une typographie à une autre. Et donc, en fait, en prenant en compte ce critère-là dans le choix d'une police d'identité visuelle, aussi, on peut limiter l'impact environnemental. Et aussi, on peut le prendre en compte dans le dessin même d'un caractère. C'est ce qu'on a fait quand on a dessiné le caractère de Paris 2024, où en fait, la typographie dans les dessins est une typographie un peu plus étroite pour limiter la consommation d'encre et de papier. Mais en plus de cela, la typographie Paris 2024 est ce qu'on appelle une typo variable, ce qui veut dire que sur un site internet où vous devez finalement télécharger toute la famille complète d'une typographie pour qu'elle s'affiche. Donc, en fait, vous devez télécharger le fichier light, le fichier régular, le fichier bold, etc. Et bien là, on ne va pas télécharger toute la famille entière, on va télécharger qu'un seul fichier qui va condenser toute cette typographie-là. Et c'est après, sur le design de notre site internet, sur ce qu'on appelle le CSS, qu'on va varier en fait les graisses. Donc en fait, c'est une économie d'énergie assez considérable et qui aussi améliore l'expérience utilisateur puisqu'en fait, on a moins de données à charger, donc le site se charge plus rapidement, il est plus accessible, plus instinctif, plus fluide. Sur la slide d'après, on va parler de l'imagerie, de l'impact que va avoir une image, une photo, une illustration, parce que toutes les photos, toutes les images ne se valent pas. En fait, vous voyez sur cette planche de présentation, par exemple, le choix des icônes en fait, va avoir un impact sur la consommation d'encre. Le choix de la photographie, que vous soyez sur un fond blanc, par exemple, va limiter la consommation d'encre sur le papier. Mais à l'inverse, si vous avez une photographie qui a beaucoup de détails très chargés, elle va avoir une donnée d'image beaucoup plus importante. Donc, le choix même de vos images, de vos illustrations, va avoir un impact sur le digital et sur le print en fonction de son poids et en fonction des couleurs qui sont affichées. Au-delà même des extensions et de la configuration de la qualité sur laquelle on peut jouer, en amont de tout ça, le choix de la création et de la composition va aussi avoir un impact environnemental évident. Enfin, plus précisément sur les interfaces graphiques, chaque interface consomme une énergie non négligeable en fonction de son design. Alors aujourd'hui, effectivement, maintenant on parle beaucoup du dark mode, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 ans ou 3 ans, et ça devient un peu une norme d'éco-conception environnementale. Et ça devient même presque un critère de référence, j'ai envie de dire, de la communication et de l'éco-branding. Parce que, habituellement, quand vous voulez communiquer sur ces actions environnementales, on avait l'habitude de mettre une grosse couche de verre sans forcément se rendre compte de quel est l'impact du verre et de se poser la question, mais est-ce que le verre finalement est réellement vert, littéralement? Quelle est sa consommation en termes d'encre? Quelle est sa consommation en termes d'énergie? Et en fait, nous, on s'est posé cette question-là et on s'est aperçu que le verre était une des couleurs les plus toxiques qui existent. Et c'est tout le paradoxe aujourd'hui avec beaucoup de communication environnementale ou beaucoup de marques qui veulent afficher leur engagement, qui sont souvent louables, mais elles le font de manière un peu accidentelle, j'ai envie de dire, d'un point de vue environnemental. Et donc, du coup, l'impact du noir, l'impact des couleurs va avoir un impact direct sur notre interface. Alors, il y a le choix des couleurs, mais il y a aussi de l'architecture même d'un site Internet en limitant le nombre de pages. Ça va être le choix de la typographie, on en a parlé, des icônes. Et puis aussi, ce qui est important, c'est la notion d'accessibilité qui est super importante. Et on voit que le noir, en fait, nous aide à renforcer l'accessibilité des couleurs parce qu'en fait, le noir a cet avantage de contraster un peu plus les couleurs. Et donc, on les distingue mieux. Et aussi, l'autre avantage, c'est que le noir, en fait, envoie moins de lumière. Donc, en fait, on a moins cette sensation de fatigue visuelle, on a moins de lumière bleue, on a moins d'éblouissement quand on travaille. Et d'ailleurs, le meilleur constat, c'est de voir dans l'environnement des développeurs, des personnes qui programment des logiciels. Souvent, leurs logiciels, on le sait, ils sont sur fond noir, un peu à la Matrix avec plein de lignes de code. Et ils font ça parce qu'en fait, eux, ce sont des personnes qui restent beaucoup d'heures devant les écrans, et donc le fait d'avoir un fond noir est plus confortable pour eux. Donc, il y a à la fois une notion économique et une notion ergonomique en appliquant ces notions d'interface sur fond noir. Et puis, plus largement, il y a l'éco-conception de manière générale. Alors, c'est vraiment
finalement la partie la plus connue de la communication environnementale où on éco-concevait les packaging, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut travailler, notamment toute la partie aussi signalétique. C'est-à-dire que travailler sur des signalétiques qui pourraient être modulables en utilisant des matières premières, en faisant attention aussi à la consommation d'encre sur chaque panneau, le fait qu'ils pouvaient être changés, interchangés. Je voulais aussi partager avec vous, alors c'est fouté, j'ai pas le droit de le partager, j'ai pas le droit de vous montrer pour quel client c'est, mais une éco-conception éditoriale sur la page. En fait, c'est un institut culturel qui imprimait ses programmes annuels sur des petits formats. Et donc, on s'est rendu compte que simplement en agrandissant le format, eh ben, on pouvait mettre tout le contenu sur moins de pages et avec un produit éditorial beaucoup plus léger, donc qui allait avoir un impact sur l'environnement beaucoup plus limité. Donc voilà, en fait, l'idée étant de prendre les grands principes de l'éco-conception et comment on peut l'appliquer et travailler sur chaque ingrédient de marque. Alors, l'éco-branding, effectivement, et la méthode vraiment nouvelle, c'est qu'on travaille avec des données, on va tout mesurer, et c'est ça qui va orienter notre création. Il y a une partie humaine évidente là-dessus, sur qu'est-ce qu'on veut donner à la valeur, quelle solution créative on va pouvoir trouver à tout ça. Je vais vous présenter deux cas, en fait, qui ont appliqué cette méthode éco-branding avec qui on a travaillé. Donc, la première marque, c'est Citeo. Alors, si vous êtes dans la communication responsable, peut-être que vous connaissez Citeo, qui est le nouveau nom de Éco-emballage, Écofolio. Et finalement, sont été les premiers à appliquer cette méthode d'éco-branding. Donc, un des principes de l'éco-branding, c'est, comme je vous l'avais dit, c'est qu'on s'adapte en fonction de son print et de son digital. Sur l'implémentation, Citeo nous a aidé beaucoup là-dessus, en fait, sur, par exemple, ne pas utiliser de vernis sélectif, ne pas utiliser d'encre dorée, parce qu'en fait, ça empêche le fait de recycler des papiers, la consommation des serveurs, etc. Donc, on a permis, du coup, de travailler sur une méthode qui soit à la fois en amont de la création jusqu'en aval de l'implémentation, pour avoir vraiment une chaîne d'expérience éco-conçue, fluide et qui va le plus loin possible. Alors, cette méthode, elle est perfectible, hein. On est encore en train de l'améliorer, déjà en fonction des nouveaux usages, en fonction des clients aussi, de la manière dont ils travaillent avec cette marque-là. Ce qu'on voit, c'est que dans l'éco-branding, il y a toujours finalement un double bénéfice. Quand on est sur du print et qu'on travaille sur des images sur fond blanc, eh ben, on se rend compte que ces images-là, elles ont beaucoup plus d'impact. Parce qu'en fait, le fond blanc agit un peu comme une Marie-Louise, comme un contraste entre l'extérieur et l'intérieur et le contenu de notre image. D'ailleurs, les grandes marques l'ont bien compris, hein. Apple, H&M, Gap, ils sont principalement sur fond blanc parce que c'est là où il y a plus d'impact. Par exemple, Orange a récemment changé sa communication, ils étaient sur fond noir, ils sont passés sur fond blanc. Donc Orange est une marque qui est très rigoureuse dans ses ingrédients. Donc on peut se dire que passer sur fond blanc, c'est pas très important, mais pour Orange, c'est un gap assez important. Et donc ils ont fait plusieurs focus, analyses pour savoir si l'appartenance à la marque en changeant simplement de fond blanc était toujours aussi importante. Et en fait, on s'aperçoit même qu'elle s'est améliorée, qu'il y a plus de reconnaissance, plus d'awareness, comme on dit dans ce métier-là. Et puis, j'en ai parlé plus précédemment, le double avantage avec le dark mode et les co-branding sur digital, c'est toute cette notion d'ergonomie qui se facilite. Alors, je vais vous présenter maintenant les deux cas qui vont suivre. Donc, un des premiers cas, ça va être donc Citeo, sur la slide d'après, où en fait, donc Citeo est la première marque à avoir adopté l'éco-branding. Ce qui est intéressant avec Citeo, c'est que finalement, on a presque co-conçu cette démarche ensemble avec les ingénieurs spécialisés en éco-conception. Même si on était à cette époque-là très focus sur le print et qu'il n'y avait pas encore toute cette notion d'éco-conception sur le digital. Et en fait, au départ, on avait un peu du mal à trouver l'emblème ou l'identité qui allait leur ressembler. Naïvement, on mettait une petite planète, une petite feuille, etc. Puis en fait, on s'est dit que plutôt que de représenter par une image, il fallait plutôt
incarner vos valeurs et incarner l'éco-conception que vous voulez mettre au cœur de leur métier. Alors, on reprend tous les ingrédients que je vous ai présentés un peu avant, un logo qui va consommer moins d'encre, une typographie qui va consommer moins de papier, pareil sur le travail des couleurs qui vont économiser de l'encre. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en cumulant tous ces ingrédients visuels, eh ben, on va travailler sur des éléments très identitaires très forts. Vous voyez, même sur le travail des icônes, en fait, on allait pousser le truc pour aller à la moindre petite économie d'encre où on voit que simplement en changeant, en travaillant sur ces icônes, on pouvait réduire la consommation d'encre. Et finalement, quand on combine tous ces ingrédients, les couleurs, l'encre, l'éco-conception, la typographie, sur des messages publicitaires qui soient fixes, soit animés, eh ben, on arrive à avoir une image de marque qui est reconnaissable, qui est identitaire, et que la communication responsable et que prendre en compte les critères environnementaux, eh ben, c'est pas un frein, au contraire, c'est un moteur de création, c'est un moteur de l'identité et c'est un moteur de différence. Et c'est ça qui est vraiment aussi intéressant quand on prend en compte ces critères écologiques dans toute création. Alors, l'autre cas aussi que je voulais partager avec vous, alors oui, là on le voit, c'est que tout ça, en fait, combiné, crée donc un territoire récurrent. Et donc, l'autre cas que je vais partager avec vous, c'est Paris 2024. Je pense que vous avez tous entendu parler. Alors, Paris 2024 a été vraiment la première marque où on a placé l'éco-branding sur le print et sur le digital en même temps. Très tôt, ils ont adhéré au concept du dark mode, mais non pas non pas principalement pour des intérêts écologiques, mais aussi pour des intérêts visuels, parce qu'ils aimaient ça et trouvaient que c'était vraiment que ça portait une différence. Alors, on est allé très loin. Par exemple, nous, au départ, vous savez, il y a un symbole différent entre paralympique et olympique, et nous, on voulait les rapprocher, et eux, ils sont allés beaucoup plus loin, puisqu'ils ont créé un symbole unique. Donc, rien que ça, c'est aussi une source d'économie majeure en termes de consommation pour toute communication quand on cumule un symbole unique. On a créé une typographie sur mesure pour eux, en fait, où on a repris tout l'héritage art déco qu'on retrouve dans toutes les enseignes parisiennes et on y a inclus tous ces critères d'environnement. Alors, elle est variable font, comme je vous l'expliquais, donc ce qui veut dire qu'en fait, elle peut s'étendre, se grossir et se réduire automatiquement sur le site internet. Elle va consommer moins d'encre et moins de papier sur le digital. Sur d'autres, ce qui est important avec cette typographie-là, c'est que en fait, on peut créer une typographie qui est de la personnalité tout en prenant en compte ces critères environnementaux. Et ça aussi, c'est une valeur forte de l'éco-branding, de créer des choses qui soient identitaires et responsables. Sur d'autres images, comme on va le voir par la suite, c'est que finalement, cette typographie-là aussi, elle a été créée pour qu'elle soit singulière, qu'on puisse reconnaître ce que sont les jeux sans même forcément à lire le logo ou lire Paris 2024. Pour la petite histoire, donc en fait, tout ce style-là qui est hérité de l'héritage art déco de 1900 ou 1924 lors des précédents jeux vidéo, on l'a transformé en art déco avec un apostrophe pour la petite histoire. Et donc, voilà, donc ça crée des éléments à la fois impactants et en même temps sobres. C'est aussi ça qui est intéressant dans l'identité visuelle, c'est que, en prenant en compte les critères environnementaux, c'est que souvent, on se dit que pour qu'une marque ait de l'impact, il faut être le plus flashy possible. Et on voit beaucoup dans les marques digitales où vous savez, il y a ces couleurs criardes et on a besoin de sortir du lot. Et nous, en fait, on prend un peu la démarche un peu inverse en mettant la sobriété et le frugal comme une valeur forte de conception visuelle. Et on se rend compte que finalement, c'est pas parce qu'on a des couleurs plus douces, plus descendues, qu'on n'est pas plus visible qu'un autre. Et bien au contraire, puisque Paris 2024, en portant ces valeurs sociétale et environnementale forte, est devenu, si on étudie Google, un des logos les plus vus de l'histoire d'Internet. On vient juste de se faire dépasser par le logo de Biden qui a été très partagé pour d'autres raisons. Et donc, en fait, tout ça, on se rend compte que ces critères-là sont source de création, sont source de reconnaissance et sont source aussi de succès pour une communication, puisqu'il n'y a rien de pire pour une communication lorsqu'on ne communique pas dessus.
Et donc voilà, donc ça mène toute une approche un peu nouvelle et ça mène toute une philosophie aussi nouvelle sur ce qu'est le design, sur peut-être l'éco-conception. Et en fait, on le voit, c'est qu'aujourd'hui, l'éco-branding nous échappe complètement. C'est-à-dire qu'on a créé ça, mais aujourd'hui, peut-être, d'ailleurs, vous-même en avez entendu parler, mais ne savez-vous pas d'où venait, qui est à l'origine de tout ça? Nous, on reçoit des personnes, des nouveaux employés, des étudiants, des stagiaires qui viennent nous voir, mais qui ne savent pas d'où vient l'éco-branding et ce qu'il en est. Et j'apprends que ils en parlent dans des écoles, c'est même présenté, et en fait, les gens se le réapproprient. Il y a même des agences qui se revendiquent de l'éco-branding. On a fait des appels d'offres où on a été face à des grands groupes qui se disaient comme créateurs de l'éco-branding et qui apportaient des solutions éco-branding. Et ça, j'ai envie de dire, c'est la plus belle preuve de succès de ce qu'on fait parce que finalement, ça nous a échappé totalement. C'est devenu universel, c'est devenu surtout utilitaire. Et ça, on adore ça. Et on voit que l'éco-branding aujourd'hui part dans plein de choses différentes. Ça a été débattu dans un conseil gouvernemental dans la région de Bruxelles. Nike l'a adopté pour toute sa communication environnementale sur les packaging. On l'a vu avec Paris 2024. Ça a été relayé par de nombreux médias plutôt à l'étranger, comme CNN, GQ, en Chine, au Japon. Voilà, il y a toute une émulsion qui est en train de s'installer et toute une nouvelle approche du design qui est en train finalement de naître. Et ce qu'on s'aperçoit, et ce sera un peu le mot de la fin sur mes dernières slides, c'est que finalement, on s'aperçoit que à chaque période du design, il y a eu des courants design, mais qui étaient des courants en lien avec une transformation de société. Et c'est encore plus vrai dans le digital, en fait, où on l'a vu qu'au début des années 2000, il y avait un courant qu'on appelait, avec son nom barbare, le skeuomorphisme, qui est en fait ce type de logo très travaillé, avec beaucoup de lumière, et en fait qui était là pour montrer une sorte de performance digitale pour les marques, à tel point que c'est devenu tellement fort, tellement reconnaissable que même des acteurs qui n'étaient pas du monde digital reprenaient ce style-là pour se dire hey, moi aussi je suis digital. On l'a vu dans les banques, on l'a vu dans les assurances qui ont adopté ces logos avec plein d'effets travaillés. Peut-être en avez-vous en mémoire durant cette période-là. Et puis après, les années 2010, les choses ont changé puisque ça a été l'arrivée et l'émergence de la communication sur les réseaux sociaux et puis la contrainte de communiquer sur des tout petits formats imposés par les réseaux sociaux, que ce soit le simple profil de votre marque où vous devez présenter votre logo sur un espace de 150 par 250, enfin bref, tout petit. Et donc, on voyait que les logos à effet travaillé n'étaient plus visibles. Donc, du coup, ça s'est totalement inversé et on est allé vers quelque chose de beaucoup plus direct, de beaucoup plus cinétique. Et ça a été l'émergence du flat design. Et là, on voit que beaucoup de marques aujourd'hui veulent communiquer de façon plus responsable, en tout cas portent des engagements à la société et que ces engagements, dans leur communication, il faut qu'elles les portent, mais il faut aussi qu'elles les incarnent. Et que l'éco-conception ou l'éco-branding, que ce soit notre méthode ou une autre, en fait, peut-être pourrait driver ou en tout cas conduire cette nouvelle décennie. Et finalement, seul l'avenir nous permettra de savoir comment est-ce que les choses vont se dérouler. Mais avant de parler de l'avenir, je voulais parler du passé et de l'expérience que j'en avais eue. Voilà, c'était un petit tuto un peu rapide. Enfin, en tout cas, allez voir sur Internet, on en parle, il y a des échanges. Nous-mêmes, on a un site Internet. Enfin, on reste à votre écoute et vraiment, c'est super libre et ouvert. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci super, Sylvain, super, merci beaucoup. Effectivement, je vous confirme l'engouement, hein, au-delà du buzz que ça avait fait il y a un an. C'est un vrai engouement. On le constate même nous sur notre page YouTube. Ça provoque beaucoup d'intérêt, ça suscite beaucoup d'interrogations. Marion, votre réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre? Moi, du coup, en lien avec le fait qu'il y ait beaucoup de réactions, je me demande justement comment un graphiste ou un DA qui souhaite plus s'engager, qui lui, vous avez beaucoup parlé d'outils de mesure, des ancrages, etc., etc. Donc lui, comment il fait concrètement s'il veut avancer dans cette démarche alors qu'il ne dispose pas forcément de ces outils? Est-ce qu'il en existe en open source ou quoi? Comment est-ce qu'il peut, lui, au-delà de la démarche intellectuelle, pouvoir apporter des preuves sur son design qui travaille? Alors oui, effectivement, c'est toute la complexité de cette méthode-là, c'est quels outils on utilise, parce qu'aujourd'hui, il y en a très très peu. Nous, en fait, alors
pour les outils print, c'est assez facile parce qu'en fait, ils peuvent le mesurer, le taux d'ancrage, le choix des couleurs. Ça, c'est quelque chose que tout graphiste sait faire. Mais après, sur les mesures digitales, c'est plus compliqué parce que nous, par exemple, on fait appel à des prestataires extérieurs qui ont développé justement une techno là-dessus. Et on a aussi, entre guillemets, hacké des logiciels qui étaient précédemment utiles dans l'impression, enfin dans l'impression offset pour mesurer le taux d'ancrage et qu'on a transformé à notre avantage. Mais ça, en fait, ces données-là, elles nous servent finalement pour la construction et pour l'éco-conception. Mais en aucun cas, on communique sur ces mesures-là. C'est vrai que je t'entendais tout à l'heure, Constant, qui parlait sur le fait qu'il faut présenter ces données-là. Nous, en fait, les données, elles ne servent qu'à nous. Mais pour qu'elles soient authentifiées, il faut qu'elles soient faites par une tierce personne, c'est ce qu'on appelle le tiers de confiance. Et c'est là où, en fait, pour les grandes marques et les grands groupes, il est important de travailler aussi avec des nouveaux acteurs dans la communication que sont les accréditateurs, enfin, un AFNOR ou quelque chose comme ça, voire même un ADEME peut-être s'il peut y aller, pour authentifier toute démarche. Nous, en fait, ça ne nous sert que comme un principe d'éco-conception, mais en aucun cas, on veut se dire qu'on va en faire un label ou une certification. C'est pas notre rôle parce que ça pourrait se retourner contre nous. Et d'ailleurs, on a une représentante de l'ADEME tout à l'heure sur la table ronde. On pourra peut-être lui poser la question et vous mettre en relation au besoin. Oui. Ah bah, j'adorerais. Et d'ailleurs, j'en profite de se dire, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé aujourd'hui dans les appels d'offres de conception. C'est que longtemps, le critère de sélection était sur la création, les ressources et le prix. Et là, récemment, on commence à avoir un nouveau critère qui est le critère RSE. Ça représente aujourd'hui 5%. Dans le digital, parfois, ça représente presque 20%. Et ça, c'est une démarche un peu nouvelle. Et donc, beaucoup d'agences de communication ne savent pas trop comment faire. Et d'ailleurs, même en préparant cette conférence-là, vous-même, vous avez dit, mais en fait, quand on cherche des solutions concrètes, on ne sait pas vraiment vers qui se tourner ou comment ça marche. Et c'est ce qui s'est passé un peu avec certains de nos clients. Ce qu'on voit aussi aujourd'hui dans l'éco-branding, c'est que c'est très dur à faire adopter par une marque. Aujourd'hui, voilà, je suis assez fier de Paris 2024 de Citao. Et encore, il y en a d'autres. Hein. Il y a Orange, on a à peu près 4 acteurs du CAC 40 aujourd'hui dans notre portfolio. Mais en gros, ce sont que 10% de réussite sur 90% d'échecs. C'est très difficile parce qu'en fait, aujourd'hui, de la part des marques, il y a une réelle peur. Une peur de s'engager, une peur du retour de flamme, une peur de porter ces messages-là, parce que quand on est une communication responsable et qu'on décide de s'engager, bah, faut le vouloir. Vous savez, Paris 2024, nous, finalement, on était, ça fait pas mal d'écho, mais c'est surtout le courage a été fait par Paris 2024 qui a porté ce projet-là du début jusqu'à la fin. Et ça c'est vraiment la partie difficile de ce métier-là. C'est en gros comment est-ce que la marque aujourd'hui va porter cet engagement et parfois faire face à toutes sortes de critiques. Enfin, on en a parlé tout à l'heure avec les réseaux sociaux qui sont omniprésents. On peut parler des médias et des chaînes book qui veulent activer une polémique en permanence. Sylvain, voilà. Sylvain, vous êtes passionné. On le voit. Vous pouvez faire la fin de notre congrès, j'ai l'impression. On a encore une deuxième question et on veut prendre le temps de la poser, si vous le voulez bien, parce qu'il y a un vrai intérêt et on a plein de questions. On est désolé, on pourra pas toutes les prendre sur le chat YouTube. On réorganisera quelque chose peut-être une autre fois avec plaisir. Mais Marion, on avait une question qui nous dit du public justement. Oui, on avait une question autour de la démarche éthique parce qu'en fait, dans toute la démarche d'éco-branding associée à l'éco-conception, il y a beaucoup de chiffres, de points que vous avez donnés qui sont en lien avec l'impact environnemental des choses. Et est-ce que toute cette partie éthique et sociale, elle est intégrée aussi dans la démarche par rapport à la conception graphique ? Vous voulez de notre côté ou du côté client ? De votre côté, dans la démarche d'éco-branding, en fait, est-ce qu'il y a cette partie éthique Est-ce que je viens au bureau en vélo, par exemple ? Non, vous avez parlé finalement d'autres choses que d'environnement. Oui, à un moment, par exemple, vous parliez du choix des couleurs. Je sais que typiquement, le choix des couleurs, ça peut avoir un impact sur le handicap ou ce genre de choses. Est-ce que, du coup, c'est quelque chose qui est intégré comme un critère, vous aussi, dans la création ou pas encore Justement, en fait, on essaye de faire ça à chaque fois. Et parce que déjà, d'une part, ça permet de se différencier de ses concurrents quand on est dans un appel d'offres. C'est-à-dire que
Par exemple, là, on est le choix des couleurs, le choix des logos, le fait finalement de porter certains engagements, ça permet de sortir un peu du lot ou finalement peut-être 12 agences de faire des choses un peu plus safe, j'ai envie de dire. Et ça, finalement, ça fait partie de nos styles, plus que notre style visuel, parce qu'on n'a pas vraiment de style visuel, mais plutôt on a une approche de communication qui nous est propre. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que on fait ça, mais c'est plus pour l'instant un constat d'échec qu'un constat de réussite. C'est très difficile à vendre et à porter.